Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session. Là, je vais vous montrer en fait comment simplement utiliser Git et derrière GitHub pour gérer vos projets, votre code et surtout cette partie d'initialisation et de bonnes pratiques. Je vais essayer de faire le plus simple possible, mais ce que je vais vous montrer, moi, c'est ce que j'utilise dans les entreprises. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, sur le principe, Git, c'est un système de gestion de version. Voilà, c'est là depuis des années que ça a été mis en place au départ pour gérer le kernel Linux. Et c'est vraiment, il n'y a pas de question à se poser, c'est la meilleure façon de gérer vos sources de code, en sachant que le code, c'est pas forcément l'applicatif, ça peut être votre documentation, ça peut être vos présentations, ça peut être plein de choses. Mais derrière, voilà, Git, c'est une technologie qui est juste démentielle à utiliser et à connaître. Et par contre, pour utiliser Git, ça marche très bien en local, mais il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on ne fait pas confiance à son local. On peut avoir des pertes de données, des pertes de fichiers, pertes d'ordinateur, enfin plein de raisons. Donc en fait, il faut vraiment se baser sur une source distante, ce qu'on va appeler un Git remote. Et voilà, la manière la plus simple de le faire, c'est d'utiliser ce qui est utilisé par manière prioritaire par la communauté, c'est GitHub. Donc GitHub fournit une solution qui permet de gérer des dépôts Git, en gros des projets, sur lesquels on va pouvoir créer dessus, travailler dessus, et ensuite travailler en local. Et moi, ce que je vais vous montrer sur cette session, c'est justement comment créer un dépôt, et ensuite comment travailler en local. Et au final, ça se réduit avec 4 parties. On a la partie sur le cloud, sur GitHub, ou GitLab, ou même vous pouvez avoir du local. Enfin, il y a plein de solutions diverses et variées. Là, c'est juste un exemple pour que ça parle au plus grand nombre. Et ensuite, en local, on a forcément besoin d'avoir un client. Donc un client, c'est celui qui va aller faire le lien avec la partie distante. Donc ça peut être en ligne de commande, ça peut être dans un éditeur, ça peut être aussi un utilitaire dédié. Moi, c'est ce que j'utilise. J'utilise depuis plus de 10 ans GitKraken, qui est juste démentiel. Donc c'est une UI que je vais vous montrer juste après. Ensuite, forcément, on va avoir des fichiers en local. Forcément, au bout d'un moment, il faut travailler dessus. Et à côté de ça, c'est souvent intéressant d'utiliser un IDE, donc c'est un environnement de développement intégré, typiquement Visual Studio Code. Tout ce que je vous montre là est gratuit. Il n'y a aucune licence, aucune restriction. Vous pouvez refaire à l'identique ce que je vais faire là. Donc à partir de là, en fait, on va basculer. Donc tout part sur GitHub. Alors on pourrait initier en local, mais franchement en termes de flux, je trouve ça beaucoup plus intéressant de partir sur le dépôt là, de référence. Donc là, bon, regardez pas la photo. Donc là, on est sur mon espace, mon compte GitHub. Donc c'est gratuit, vous pouvez le créer, il n'y a aucun souci. Enfin voilà, ça pourrait être l'objectif d'une autre vidéo, donc je vais vraiment me concentrer sur ce que je veux vous montrer, mais voilà, vous pouvez créer un compte, c'est relativement simple, c'est gratuit. Et ensuite, vous avez ce qui est appelé des dépôts, mais en fait, qui sont en fait au final des projets. Et derrière, ce que je vais faire là, c'est que je vais en créer un nouveau. Donc là, je vais faire démo, hop, Git 2025, voilà. Le standard, c'est d'utiliser des minuscules avec des tirets. Voilà, là, mettez pas des espaces, mettez pas des underscores, idéalement pas de majuscules, donc ça, normalement, c'est le standard. Pas forcément bien respecté, mais c'est ça le standard. Et derrière, voilà, démo of Git 2025. Oups. Derrière, vous avez quelques choix. Donc par défaut, c'est public. Et à moins de vraiment d'avoir quelque chose à cacher, c'est intéressant d'être le public. Les gens vont pas forcément regarder, mais en fait, ça force. Quand c'est public, ça force soi-même à faire les choses bien. Et du coup, pas de template. Là, on va faire un readme, ça va vous simplifier. Le git ignore, ça pourrait être l'occasion d'une autre session. Et là, licence à réfléchir. Moi, je vais prendre la première. Tac. Donc là, le dépôt est créé. Vous voyez, en quelques secondes, on voit qu'il y a bien le premier commit. Donc le commit, c'est une nouvelle version. On commit une nouvelle version qui a été faite. On voit que la branche par défaut qui a été créée, c'est main. C'est très très bien. Donc ça, c'est l'équivalent d'une production. Et derrière, on a les différents éléments. Vous pourrez naviguer dessus. Donc c'est pas que la partie Git. Il y a vraiment toute une gestion de cycle de vie applicatif. Et derrière, on va récupérer le code. Donc dans le récupérer le code, il y a 3 manières. Soit on fait du HTTPS, en ligne de commande, donc là il faut mettre nom d'utilisateur et mot de passe. En SSH, donc là ça se met dans les settings, ça va beaucoup plus simple, ça évite d'avoir à retaper à chaque fois le mot de passe. Ou alors il y a la GitLab CLI, ou il y a même encore, moi ce que je trouve mieux, c'est GitKraken. Donc là la seule subtilité,
ici pour moi, c'est qu'en fait, je suis sur Windows 11, mais j'utilise Windows Subsystem for Linux, Subsystem, pardon, for Linux, WSL, avec une distribution Ubuntu. En fait, c'est le meilleur des deux mondes parce que Windows est vraiment très intéressant pour pas mal de choses. Et à côté de ça, quand on travaille, quand on fait du dev, quand on travaille avec des conteneurs, ça va beaucoup plus vite sur du Linux. Et c'est mieux d'avoir les fichiers sur le chemin Linux. Donc, et GitKraken gère les deux cas. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on fait un clone. En fait, sur Git, quand on récupère depuis un remote, donc quelque chose qui est distant, c'est ce qui s'appelle un clone. Donc, et on n'a qu'à le faire une fois. Donc là, ce qui est bien, c'est que je suis déjà connecté à GitHub. Donc là, j'ai juste à taper des mots, il va me le proposer, il met dans le bon endroit et je fais clone. Et ce qui est bien, c'est qu'il le fait tout seul. Hop, on l'affiche et on voit bien les éléments. On voit bien le premier commit, on voit que j'ai ajouté la licence, le readme. Et ce que j'aime beaucoup à GitKraken, c'est que c'est visuel. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire en ligne de commande, mais voilà, moi je trouve ça assez sympa. À côté, ce qui est intéressant, c'est de regarder la partie remote et remote. Donc on voit ce qui est sur GitHub, là on voit ce qui est en local. Donc maintenant que le code est récupéré en local, je l'ai bien là dans mon dépôt. Si je vais dans repose, on voit bien que j'ai le démo qui a été fait, donc ça c'est bien en local. Et derrière, je vais pouvoir travailler dessus. Mais avant toute chose, c'est vraiment une bonne pratique, sauf si c'est vraiment de la documentation ou des choses, voilà, vous n'avez pas trop besoin de vous soucier de la qualité. Ce qui est intéressant, c'est toujours partir en branche. Donc en fait, c'est le flow de GitHub. En fait, c'est quelque chose d'assez propre, mais qui est simple. Donc là, je vais faire une branche. Et c'est une bonne pratique de l'indexer avec un nom comme un dossier. Et donc là, une des bonnes pratiques, c'est de mettre feature. Donc là, je vais faire un test add, peu importe. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai créé la branche. Donc là, c'est comme des pointeurs. Donc j'ai pas fait de modif, donc on est toujours au même endroit. Donc là, moi, je vais faire potentiel. Donc je vais l'ajouter là dans mon IDE. Donc je vais rajouter, hop, mon petit dossier. Je vous agrandis juste le truc. Et derrière, hop, du coup, là, moi, j'ai mon fichier. Donc là, admettons, voilà, on voit que c'est pas tip top. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une modif. Demo of git. Voilà, là, je fais une petite modification. Après, en termes de bonnes pratiques, ce que je vous recommande aussi, c'est mettre un git ignore, enfin mettre des choses. Entre autres, éditeur config, ça c'est super intéressant. Ça permet de faire des règles sur la manière d'éditer. Voilà, enfin, quand vous initiez un dépôt, c'est pas mal de regarder ces parties-là pour que ce soit vraiment propre dès le départ. Donc là, j'ai fait quelques modifications. Donc je peux revenir dans la partie Git. Donc là, j'ai fait des modifications en local et je veux les envoyer. Donc derrière, il faut que je fasse un commit avec cette nouvelle version. Et ensuite, il faut que je fasse un push pour pouvoir le synchroniser. Donc là, ici, j'ai dit, voilà, j'ai edit readme. Tac, je fais un premier commit où je modifie cette partie-là. Et ensuite, je lui dis, ok, j'ai ajouté editor config. Donc je l'ajoute, donc ça s'appelle stage. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si vous avez plusieurs modifications sur Git, vous pouvez prendre que ce que vous voulez. Et ce que j'adore avec GitKraken, c'est qu'on voit, donc on est sûr de ne pas faire de bêtises parce qu'on voit ce qu'on fait. Donc là, je fais le commit. Et là, on voit bien que la branche a bougé, parce que j'ai fait mes commits sur ma branche. Donc là c'est toujours local. Et on le voit parce qu'en fait, il n'y a pas l'indicateur. Il n'y a pas ma petite photo. Bon, je préférais que ce soit l'icône de GitHub, mais bon. Voilà, on voit bien que c'est pas synchronisé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un push. Et là, il me demande, est-ce que vous voulez vraiment pusher et pousser et du coup créer une branche? Je dis, ben oui, justement. Et donc là, après, il y a plusieurs méthodes. Mais ce qui est certain, c'est que si vous avez une approche simple et propre avec GitHub, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec des pull requests. Et si vous êtes sur GitLab, ça se rappelle des merge requests, mais c'est le même principe. C'est qu'en fait, là, j'ai une branche et je considère que là, c'est de la bonne qualité et je veux la merger, donc la fusionner avec la branche principale. Je pourrais le faire à la main. Franchement, il y a tout ce qu'il faut là. Je peux le faire. En fait, on peut tout faire. Mais c'est beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus propre, et potentiellement vous pouvez avoir des retours pour faire de la documentation, de faire une pull request. Donc comment le faire? Ce que j'aime bien moi depuis GitKraken, c'est que je peux ici je peux relancer mon navigateur. Bon, il me l'a mis dans un autre.
Et là, en fait, je reviens ici et on voit que GitHub, il a bien reçu ma branche. Là, on voit bien qu'elle a été mise à jour. Et même, il me propose de faire une pull request. Donc franchement, quand c'est demandé aussi gentiment, il faut y aller. Et donc là, on voit bien que on part de la branche que j'ai créée, feature, et qui envoie dans main. Donc là, je dis, voilà, j'ai add git ignore and edit readme. Dedans, on peut faire plein de descriptions, blabla. Là, je mets n'importe quoi, mais ça vaut même le coup des fois de créer une pull request, même si vous n'avez pas encore fini. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre un draft dedans, ou même, je crois que maintenant, on peut mettre un flag. Ça, c'est super intéressant si vous êtes déjà pour structurer votre travail, et même potentiellement si vous voulez avoir des retours assez tôt. Ça, c'est vraiment une très très bonne pratique. Parce qu'en fait, comme ça, vous travaillez et les gens peuvent voir directement. Donc là, je fais créer ma pull request. Et lui, ce qu'il va faire, donc là, ce qui est top, c'est que c'est un fil de discussion, c'est un historique. Donc là, il voit qu'il n'y a pas de conflit. Donc ça, c'est bien aussi. Déjà, il voit qu'il n'y a pas de conflit. Potentiellement, ce serait l'objet d'une autre vidéo, mais si vous avez mis en place une pipeline CI/CD avec GitHub Action ou autre, vous avez les retours ici. Donc si par exemple, moi, j'ai un contrôle de qualité qui est en erreur, je ne peux pas merger. Et ça, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on s'assure de la qualité. Et après, une fois que tout est bon, vous êtes content, là, vous avez le choix. Donc vous pouvez faire le merge à la pull request, ou alors, vous pouvez faire un squash et merge, ou alors un rebase. Et donc là, ça dépend de votre stratégie. Le merge, c'est qu'il va prendre tous les commits sur la branche et il va mettre sur la branche principale. Donc moi, personnellement, je ne vous le recommande pas, parce que c'est juste de la pollution visuelle, ça ne sert à rien, en fait. Et voire, ça va vous desservir, parce que, admettons, vous avez plusieurs versions, vous avez une erreur qui arrive en prod, vous devez pouvoir être en mesure de rapidement savoir d'où ça vient. Si vous avez 15 commits à investiguer, ça va être compliqué. Alors que si vous n'en avez qu'un, ça fait un résumé. Puis potentiellement, quand on dev, on peut aller dans tous les sens. Donc ça vaut le coup de garder que ce qui est propre, quoi. Et après, vous avez deux options pour faire quelque chose de propre. Moi, personnellement, j'aime bien le squash, mais le rebase est bien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un squash. C'est en gros, on oublie, puis on fait quelque chose de propre. Donc là, je clique sur squash. Je peux modifier la description si je veux. Ça sera le titre qui va être fait, donc je peux modifier. Et je fais un squash and commit. Et dedans, en plus, il me propose de supprimer. Et du coup, faites vraiment attention à ça. Ça sert à rien d'avoir des branches mortes. Ça va juste vous embêter. Donc, supprimez-les dès que possible. Et derrière, ce qui est top, c'est que si je reviens maintenant ici, j'ai ma branche qui a été mise à jour. L'autre, elle a disparu. Mais par contre, j'ai les nouvelles versions qui sont là. Et on voit bien dans les commits, on a un historique qui est propre. Et je le retrouve aussi ici. Là, on voit qu'automatiquement, il a détecté qu'il y avait un changement. Moi, en local, j'ai rien fait, donc je suis toujours sur ma branche. Elle existe encore en local, mais elle n'a plus aucun sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais un pull. Donc, en fait, le push, c'est quand on envoie vers un remote, en sachant qu'on peut avoir plusieurs remotes, mais généralement, on n'en a qu'un. Et à l'inverse, quand le remote a été mis à jour par un collègue, ou même par moi, là, ce que je vais faire, c'est que je fais un pull. Donc là, on voit que c'est bon. Là, je suis mis à jour, c'est visuel. Et derrière, je vais changer de branche. Donc, je vais faire un checkout. Donc, le checkout, c'est l'équivalent de « Ok, je me mets maintenant sur cette branche-là. » Et derrière, du coup, je peux gentiment supprimer ma branche. Et voilà. Alors ça a l'air très simple, mais dans les cas les plus compliqués, je peux vous garantir que c'est ce que je fais au jour le jour. Donc, il n'y a pas plus compliqué que ça, entre guillemets. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un historique propre. On a les fichiers. On sait qu'il n'y a que ça qui a été modifié. Et avec ça, vous êtes bon pour vous lancer sur GitHub et puis faire plein de choses sympas et les partager. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça.